Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission Lumière sur le monde. Je ne sais pas si vous avez suivi avec attention l'actualité comme mon métier me le commande. Si oui, vous avez sûrement remarqué que les lignes ont bougé. D'abord, au niveau de l'équipe interne de Donald Trump, ça commence à craquer, hein, quand vous avez votre propre conseiller au terrorisme qui démissionne en disant textuellement que l'Iran n'a jamais représenté une menace pour les États-Unis et que les États-Unis sont entrés en guerre parce qu'ils sont manipulés par le très puissant lobby juif et que Trump se fait manipulé par Benjamin Netanyahou et que cette guerre, au fait, c'est plutôt la guerre d'Israël, plutôt que d'être la guerre des États-Unis. Quand en plus, ton conseiller au terrorisme te dit que Israël met les États-Unis devant le fait accompli en ce que Israël peut décider d'attaquer certains sites stratégiques de l'Iran sans en informer les États-Unis, et les États-Unis sont bien obligés de suivre Israël comme un valet de chambre, eh bien là, du point de vue interne, c'est l'équivalent d'une bombe atomique. Cela signifie que Trump n'avait pas préparé son affaire. Ça signifie que Trump, du point de vue du droit international, on va en parler, du moins ce qu'il en reste, n'a pas en main un casus belli. Il ne peut pas justifier auprès du Conseil de sécurité le déclenchement de sa guerre. Je vous dirai un petit peu ce que le droit international, ce que la Charte des Nations Unies prévoit à cet effet. Ça, c'est du point de vue interne. Bon. Du point de vue économique, puisque comme on le sait, c'est l'économie qui mène le monde et l'argent, quoi qu'on dise, demeure le nerf de la guerre, mais vous notez que le prix du pétrole continue de flamber.
La grande différence entre l'électeur américain et l'électeur de tout autre pays, exemple l'électeur canadien, l'électeur canadien ne va pas en tenir rigueur à Mark Carney de la flambée du prix du pétrole. Mais l'électeur américain, oui. D'autant que, au mois de novembre, imaginez, nous sommes au mois de mars, le 3e mois de l'année, le mois de novembre, donc c'est le 11e mois, donc dans un peu plus de 6 mois, eh bien, l'électeur américain va retourner aux urnes pour voter pour un tiers du Sénat, pour un tiers du Congrès. Cela se fait donc à chaque 2 ans, ce qu'on appelle les élections de mi-mandat. Or, ce sont des élections importantes car, selon que le Parti républicain continuera de contrôler les 2 chambres, eh bien, Trump pourra faire tout ce qu'il veut, y compris déclencher une guerre sans avoir l'aval du Congrès américain, ce qui est prévu par la Constitution américaine. Sauf que là, il le fait sans grande conséquence parce que le Parti républicain contrôle le Sénat et on ne s'attend pas à ce que un parti que contrôle le président déclenche, si vous voulez, le processus d'impeachment, le processus de destitution. Sauf que tout cela risque de changer. Vous avez des gens au sein même du parti de Trump. Vous avez des gens qui font partie de son regroupement qu'on appelle MAGA, qui commence à dire, écoutez, ce n'est pas pour cela qu'on avait voté pour lui, il nous a menti, il nous avait promis que les États-Unis ne seraient point la police du monde, il nous avait promis que les États-Unis ne seraient pas entraînés dans des guerres stupides et coûteuses, ce sont ses propres formules, Quand il parlait de la guerre en Irak, quand il parlait de la guerre en Afghanistan, vous savez, quand il était en campagne, là, il y a à peine bientôt 2 ans, il disait que lui, il fait rentrer les boys, il fait rentrer l'armée américaine, car il retirait les États-Unis des guerres stupides et coûteuses. Bon, sauf que Trump vient de tomber là-dedans, comme on dit, si vous me passez la formule. Il vient de tomber dans la merde. Quand on dit « ah, il est tombé là-dedans », on a la merde en tête. D'abord, son équipe est allée demander au Congrès 200 milliards de dollars américains, parce que la guerre en Iran, elle est coûteuse. Je vous dirai pourquoi, du moins c'est une partie des raisons pour lesquelles cette guerre est coûteuse, mais elle est stupide. Elle est stupide en ce que il n'y a pas de véritable raison. Il n'y a pas de justificatif qui tienne pour que les États-Unis, pour que l'armée américaine entre en guerre contre l'Iran. Mais les lignes bougent parce que quand Donald Trump et Benjamin Netanyahu ont entraîné le monde, notez bien l'expression le monde, parce que ça va devenir une guerre, je ne veux pas dire une guerre mondiale, mais une guerre occidentale. Souvent, lorsque les pays de l'Occident entrent en guerre, eh bien, ils appellent ça pompeusement guerre mondiale. Mais 9 fois sur 10, ce sont des guerres tribales. C'est les nations, les tribus européennes, les tribus occidentales qui entrent en guerre, les unes à côté des autres, les unes contre les autres, et pompeusement, ils disent « ah, mais c'est une guerre mondiale » parce que l'occidental pense qu'il constitue le monde et qu'en dehors de son humanité, à lui, l'occidental, il n'y a pas d'autres humanités, il n'y a pas d'autres humains. Et donc, les lignes ont bougé en ce que Donald Trump n'avait à ce point pas préparé sa guerre qu'il s'imaginait. Lorsqu'il a déclenché cette guerre, voilà 4 semaines, il s'imaginait que ça allait être une guerre de 4 jours. C'était sa formule. Il a dit, écoutez, en 4 jours, on aurait anéanti l'Iran. Et d'ailleurs, dans les 2 premiers jours
qui ont suivi le déclenchement de cette hostilité contre l'Iran. Il disait, écoutez, nous avons, c'était là encore son mot, écrasé à 100% l'armée iranienne. Donc, si l'armée iranienne, si les capacités militaires de l'Iran sont éliminées à 100%, on se demande pourquoi 4 semaines plus tard, nous sommes encore en guerre. Si les capacités militaires de l'Iran sont écrasées à 100%, ça c'est la formule de Donald Trump, on se demande, mais d'où viennent les missiles, d'où viennent les drones iraniens qui atterrissent à Tel Aviv et qui font du mal à Tel Aviv? D'où viennent donc les missiles ou les drones qui attaquent la base américaine en Irak ou ailleurs au Moyen-Orient? Mais si les forces réactives de l'Iran sont écrasées à 100%, pour reprendre la formule de Trump, pourquoi les bateaux ne peuvent plus traverser le détroit d'Ormuz pour, n'est-ce pas, transporter jusqu'à 25% du pétrole mondial? Ah, c'est parce que Donald Trump avait sous-estimé la réaction. Donald Trump avait sous-estimé l'hostilité, n'est-ce pas, de l'armée iranienne face à Israël, face aux États-Unis. Donald Trump avait aussi sous-estimé la capacité d'un système de se recycler. Au fait, en administration publique, ce à quoi nous assistons en ce qui a trait à l'Iran s'appelle justement la résilience institutionnelle. Vous savez, on parle d'institution lorsque l'organisation transcende les humains qui la composent. Imaginez que Binyamin Netanyahou, le grand assassin, le grand nazi qui dépasse même Hitler en termes d'hostilité, en termes de complaisance dans l'assassinat, eh bien, Binyamin Netanyahou a réussi à décapiter le gouvernement iranien. Décapiter au sens littéral du terme. Ça veut dire couper la tête. Caput en latin, caput caputis, c'est tête. Quand on dit qu'on a décapité, ça veut dire que Binyamin Netanyahou a assassiné toutes les têtes de pont du régime iranien. Binyamin Netanyahou a assassiné l'ayatollah, il a assassiné le chef de sécurité, et pourtant, à chaque fois qu'on assassine, la résilience institutionnelle de l'Iran est telle que on avait prévu quelqu'un pour remplacer ceux qui sont assassinés dans l'ordre de succession. Je vous le dis, je n'approuve pas tout ce que fait le régime iranien, c'est pas de mes affaires, je suis iranien. Les Iraniens sont assez grands, ils sont assez matures pour se donner le système qui leur convient, mais moi, en tant qu'expert en public management, je ne connais pas beaucoup de pays au monde qui pourraient encore tenir après que les 30 chefs les plus élevés ont été assassinés. Ça s'appelle justement la résilience institutionnelle. Retenez la formule. Si, en un même jour, le président des États-Unis, le vice-président des États-Unis, le chef de la Cour suprême, le secrétaire d'État américain, la présidente ou le président du Congrès américain ou le vice-président du Sénat américain meurt en un seul jour, je vous le dis, ça va être la pagaille. Là, on parle des États-Unis d'Amérique. Oui, je viens de vous citer, je viens de vous faire la nomenclature de ceux qui sont les plus élevés dans la chaîne de commandement administrative américaine. Quand le président Kennedy a été assassiné, eh bien, le vice-président, 1 heure plus tard, ce qui est quand même impressionnant, a prêté serment à bord du Air Force One. Là, on parle de Lyndon B. Johnson. Mais là, si
En plus du président, vous avez le vice-président. En plus du président, vous avez le secrétaire d'État américain. En plus du secrétaire d'État américain, vous avez le président du Congrès. En plus du président du Congrès, vous avez, n'est-ce pas, on va dire, celui qui est le chef de la majorité, n'est-ce pas, au Sénat. Si en plus de ça, vous avez le président de la Cour suprême qui sont assassinés le même jour, je vous le dis, ça va être la pagaille aux États-Unis d'Amérique. Et pourtant, c'est exactement ce qu'ont fait les nazis, les assassins juifs. Benjamin Netanyahou a assassiné, n'est-ce pas, plus que 30 chefs parmi les plus hauts gradés dans la chaîne de commandement de l'État iranien. Et pourtant, un mois plus tard, le système continue de tenir, le système continue de fonctionner. Quand on dit que le système continue de tenir, eh bien, pour moi qui connais le grec, c'est quasiment un pléonasme. Parce qu'un système, sounisteimi en grec, c'est précisément ce qui se tient ensemble. Eh bien, l'Iran, c'est un pays qui a une histoire institutionnelle si longue. C'est quand même l'Empire perse, les amis. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez. Où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le monde est en podcast. C'est un pays qui compte quelque chose comme 6000 ans d'histoire institutionnelle, les plus grands de ce monde. Je pense à un Alexandre le Grand. Lorsqu'il a réussi à conquérir l'Empire perse, il a dû s'adapter au régime iranien. Imaginez. Alexandre le Grand a dû respecter la structure administrative de l'Empire perse d'Assuérus. Il a dû respecter les satrapies, il a dû respecter la religion, il a dû respecter le mode de fonctionnement de ce pays pour pouvoir y tenir. Et pourtant, les États-Unis d'Amérique, qui comptent quand même parmi les meilleures universités du monde, Harvard, ce n'est pas rien, Princeton, ce n'est pas rien, Hopkins, ce n'est pas rien, pour ne parler que de ces institutions-là. Et pourtant, les États-Unis d'Amérique ont osé déclencher la guerre contre l'ancien empire perse sans tenir compte de cette fameuse résilience institutionnelle, en s'imaginant qu'on n'a qu'à couper les têtes pour que le système s'effondre. Or, l'ordre de succession dans ce régime-là est si historiquement solide que vous pouvez, hélas, continuer à assassiner autant que vous voulez, le système renaîtra à chaque fois. Si bien que le fou Donald Trump, parce que c'est un fou, c'est pas quelqu'un qui pense à long terme, il dit, écoutez, nous étions surpris par la capacité réactive de l'Iran. Et là, il dit, écoutez, la guerre va durer un peu plus longtemps qu'il ne l'avait prévu. Au fait, il ne sait pas quand cette guerre va finir. Mais pire, Donald Trump, qui, après avoir humilié ses alliés historiques, ses alliés de sang, ses alliés de race, c'est important ça. L'émission de ce matin n'aura pas le choix que d'être racialisée. Après avoir humilié ses frères de sang, après tout, un Américain, c'est un Occidental. Les Américains, c'est les premiers habitants de la colonie anglaise en Amérique du Nord. Après avoir humilié ces races de sang, quand on dit occidental,
on parle essentiellement de pays blancs. Eh bien, après les avoir humiliés, eh bien, il leur a lancé un cri à l'aide, il leur a lancé un cri de SOS. Aidez-moi à sécuriser le détroit d'Ormuz. Nous allons en parler de ce détroit d'Ormuz. Car, malgré le fait que je suis la plus grande puissance militaire, je ne peux pas en venir à bout de la résistance iranienne pour laisser passer 25% du pétrole que consomme le monde. En sorte que, puisque l'Iran contrôle cette partie-ci du détroit d'Ormuz, le prix du pétrole flambe. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, le pétrole, c'est un produit transversal. Quand le prix du pétrole monte, tout monte. Et là, les Américains s'aperçoivent que ça leur coûte plus cher pour faire de l'essence. Ça leur coûte plus cher pour remplir leur panier d'épicerie. Qui va payer pour tout cela selon vous? Les politiciens républicains. Et Donald Trump commence à sentir la soupe chaude là. Lui qui pensait qu'après 4 jours, mais il serait applaudi, il aurait dit mission accomplished, comme l'avait dit un certain George Bush Jr. Lui qui pensait que comme il est entré au Venezuela et qu'il a capturé, n'est-ce pas, illégalement un président en exercice, parce que ce dernier a été trahi par ses proches, eh bien, il pensait qu'après quelques bombardements de quelques sites stratégiques en Iran, eh bien, il serait applaudi comme le roi du monde. Sauf que là, il fait face à une résistance qui vient de 96 millions d'Iraniens. Il fait face, n'est-ce pas, à un système qui a démontré sa résilience institutionnelle au cours des siècles derniers. Et là, il est aux abois. Donald Trump réalise ce que Napoléon Bonaparte, un autre assassin, un autre sans cœur, avait réalisé avant lui. On peut tout faire avec l'épée sauf s'asseoir dessus. Tu peux avoir le meilleur arsenal militaire, mais entre bombarder, entre attaquer, à un moment donné, il va falloir contrôler ce pays-là. Est-ce que les 96 millions d'Iraniens vont se laisser contrôler par des Juifs, vont se laisser contrôler par des sionistes, vont se laisser contrôler par les Américains? Donald Trump est en train de se dire « Oh là là, je me suis fait fourrer. Oh là là, je me suis fait baiser par Benjamin Netanyahou. Ce sionisme m'a entraîné dans la merde et là, il ne sait pas comment en sortir. » Ça, c'est une première partie de l'analyse. Mais tenez, vous vous souvenez que je prenais plaisir à vous dire que les Occidentaux, contrairement aux Afro-descendants, ils volent en meute. D'abord, le système occidental, c'est un système de pillage, c'est un système d'arnaque, c'est un système qui repose sur le vol, c'est un système qui repose sur des magouilles, c'est ça le système occidental. Mais je vous avais aussi dit que les Occidentaux, ils volent en meute, c'est comme des hyènes. Je vais devoir vous parler de la manière dont les hyènes chassent. Quand Donald Trump a lancé son SOS en disant aux pays occidentaux, je sais que je vous ai humiliés, mais aidez-moi pour contrôler le détroit d'Ormuz. Les Occidentaux l'ont regardé et lui ont dit à voix basse, allez voir ailleurs, mon petit vieux, allez péter dans les fleurs. Sauf que rapidement, mais ils se rappellent qu'ils font partie de la meute. Et avez-vous remarqué que 6 pays occidentaux, je vous les donne en mille, la France comme toujours, le Canada comme toujours, le Royaume-Uni pour ne citer que ça, disent écoutez, nous allons devoir aider à sécuriser le détroit d'Ormuz. Ah, ça aussi, c'est illégal. Parce que le détroit d'Ormuz fait partie des eaux territoriales souveraines de l'Iran et d'Oman. Donc il y a une partie du détroit d'Ormuz qui relève des eaux territoriales souveraines d'Oman. Il y a donc une partie du détroit d'Ormuz qui relève des eaux territoriales souveraines de l'Iran. Donc, mais de quel droit?
la France, le Canada, le Royaume-Uni, le Japon aussi, vont-ils contribuer à sécuriser les eaux territoriales souveraines de l'Iran? Ah, vous vous souvenez? Quand Donald Trump et Benjamin Netanyahou ont déclenché leur hostilité illégale en vertu du droit international, la France a commencé par dire, écoutez, c'était illégal, on a violé le droit international. Ah bon? Mais puisque la France, le Royaume-Uni, le Canada font partie de cette meute de hyènes, ils vont trouver une façon de rejoindre la meute pour aller piller, pour aller voler. En sorte que si Donald Trump a une vertu, vous devez être étonné de m'entendre parler de vertu de Trump. Au fait, Trump et la vertu sont aux antipodes l'un de l'autre. Et pourtant, si la personnalité de Donald Trump comporte une seule vertu, vous savez ce qu'elle est, cette vertu? C'est qu'elle met à nu l'hypocrisie du système occidental. Donald Trump, c'est un mafioso. Il dit, écoutez, moi, je n'ai pas besoin de règles, c'est la raison du plus fort. J'ai besoin d'une ressource. Ici, j'ai besoin du pétrole vénézuélien, je vais y entrer en fabriquant au passage une fausse raison. Alors, il a besoin du pétrole vénézuélien, mais il dit, moi, je n'ai pas besoin de règles, je vais fabriquer un prétexte. Je vais dire que Maduro est à la tête de cartels de drogue, ce que tout le monde dément, y compris les propres services de renseignements américains. Écoutez, Maduro n'est à la tête d'aucun cartel de drogue, mais il s'en fout. Il a besoin du pétrole iranien, mais il dit, écoutez, l'Iran représente une menace imminente. Notez, c'est un terme juridique en droit international pour la sécurité des États-Unis. Donc, nous devons réagir en légitime défense. Mais tout le monde sait qu'il ment. Sauf que, ce faisant, Donald Trump est en train de dire, je ne suis pas le seul, tous les pays occidentaux fonctionnent comme ça. Et même si moi je le fais à visière levée, comptez sur moi, je vais les entraîner tous dans ce pillage, je vais les entraîner tous dans ce vol. Ils vont devoir me suivre s'ils veulent bénéficier du butin de guerre. Le butin de guerre ici, c'est le pétrole vénézuélien ou le pétrole iranien. Et vous voyez comment Emmanuel Macron fait des gymnastiques, il se livre à des acrobaties juridiques, il se livre à du sophisme littéralement, des arguties, pour nous dire, écoutez, moi, je vous avais promis, peuple français, de ne jamais entrer dans cette guerre, mais là, il ne s'agit pas de faire la guerre à l'Iran, il s'agit de sécuriser les bateaux qui transportent le pétrole dans les eaux souveraines, dans les eaux territoriales souveraines de l'Iran. Ah bon? Vous voulez sécuriser des bateaux qui traversent les eaux territoriales souveraines d'un État et vous dites que, malgré le fait que vous le faites à la demande d'un agresseur, vous dites que ce ne sera pas lui faire la guerre à l'Iran. Vraiment? Donald Trump est en train de rire. Il est en train de dire, je vous avais dit que nous sommes tous des voleurs, nous les Occidentaux. Je vous avais dit que nous qui nous appelons pays riches, nous le sommes parce que nous avons pillé, nous avons volé allègrement les autres. Alors, moi je suis allé le premier. Mais je vais vous faire la démonstration que la France, que le Royaume-Uni, que le Canada sont aussi des pays pilleurs. Ils vont rentrer dans le rang, ils vont retourner dans la meute et chasser comme des hyènes, comme nous l'avons toujours fait au fil des siècles. Donc les amis, c'est un mandat riche que nous nous donnons ce matin, une émission riche en perspectives. Nous allons revenir aux lignes qui ont bougé. Et nous allons voir ensemble comment les Occidentaux n'ont pas changé. L'ADN de l'occidental est constitué de violence et de pillage. Même si Donald Trump s'est lancé le premier dans cette hostilité, les Occidentaux vont y entrer, eux aussi,
parce qu'ils constituent une meute de hyènes. Et les hyènes chassent, tuent en meute. On s'arrête ici, les amis, vous connaissez le rituel. Une bonne tasse de café, une bonne tasse de thé, une bonne tasse de chocolat chaud, car ce matin encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Restez là, je vous reviens après la pause que voici. C'est entendu. À tout à l'heure. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Avant la pause, on s'était promis de regarder minutieusement les lignes qui bougent. Bon. Vous savez, les Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies, sont une création des Américains. Le président Delano Roosevelt tenait à ce legs. Il disait, écoutez, c'est vraiment quelque chose qu'il veut laisser à la postérité, une organisation internationale dans laquelle les nations régleraient leurs conflits pacifiquement. Même le nom est de Roosevelt, l'Organisation des Nations Unies. Et historiquement, vous savez, l'Empire britannique n'en voulait pas. Historiquement, la Russie n'en voulait pas. Pour quelle raison? Parce que dès lors qu'on parle d'une organisation à l'intérieur de laquelle les nations régleraient leurs litiges, eh bien, l'Empire britannique de Churchill, Winston Churchill d'alors, savait qu'à un moment donné, les nations qui étaient dans l'Empire britannique chercheraient à sortir de l'Empire pour avoir leur propre personnalité juridique. Et Churchill n'en voulait pas. Staline non plus n'en voulait pas parce que Staline savait que la Russie était une fédération et que la Russie allait mettre la main sur plusieurs pays qui jusque-là étaient libres, et Staline attendait justement la fin de la Seconde Guerre mondiale pour les forcer à entrer dans la fédération russe. Et donc, devant le refus obstiné de l'Empire britannique et de la Russie, eh bien, Franklin Delano Roosevelt a dû faire un compromis avec la Russie et l'Empire britannique en leur disant, écoutez, si vous acceptez de soutenir mon idée de créer une organisation des Nations Unies, eh bien, vous allez disposer d'un droit de veto. Et c'est ainsi que de Franklin Delano Roosevelt, Churchill, Staline et très tardivement la France, parce que la France est le dernier pays à avoir accès au sein des saints du Conseil de sécurité. Donc, les États-Unis, l'Empire britannique, la Russie, n'est-ce pas, la Chine, sur invitation d'ailleurs et sur l'insistance des États-Unis, et très tardivement, le jour même du lancement des Nations Unies, la France, eh bien, les États-Unis ont promis à ces pays-là qu'ils disposeraient d'un droit de veto au sein d'un conseil de sécurité qui ferait en sorte que quand quelque chose ne fait pas leur affaire, ils pourraient bloquer cela. Et donc la Charte des Nations Unies prévoit qu'une nation, qu'un pays, qu'un État peut
utiliser la force pour régler un problème en deux circonstances. Deux. La première, légitime défense. Si un autre État vous agresse, si un autre État, et c'est le mot agression qui est utilisé, si un autre État utilise la force contre vous, eh bien, la légitime défense est un droit sacré. Vous pouvez utiliser la force en retour. Ça, c'est la première circonstance, mais c'est une première circonstance qui est liée à la deuxième. Vous pouvez utiliser la force ou la violence quand vous avez l'autorisation ou la permission du Conseil de sécurité. En sorte que ce que le droit international prévoit, quand vous dites « Ah, moi j'agis en légitime défense », parce que telle nation m'a attaqué, telle nation a bombardé ou a agressé, n'est-ce pas, mon pays ou bien tel site stratégique, je réagis en légitime défense, mais tout de suite, je dois notifier le Conseil de sécurité, qui est comme une espèce de directoire pour les Nations Unies, et le Conseil de sécurité doit prendre un vote sur la licéité, c'est-à-dire la légalité ou non de mon hostilité. Bon, la deuxième circonstance, c'est lorsque je dis, et ça le droit international le prévoit, eh bien, je dois attaquer tout de suite, je dois utiliser tout de suite la force parce que j'ai une menace imminente qui pend sur ma tête. Le droit international le prévoit. S'il y a un bateau qui est rempli de bombes et qui se dirige vers mon territoire, je ne vais pas attendre que le bateau explose sur mon territoire pour riposter. C'est ce qu'on appelle une menace imminente. Je notifie le Conseil de sécurité en disant, écoutez, il y a un bateau qui s'en vient là, qui dans 2 jours, n'est-ce pas, va exploser mes villes les plus stratégiques. Je dois réagir vis-à-vis de cette menace imminente. Donnez-moi la permission ou approuvez mon usage de la force. Ça, le droit le prévoit. Voilà pourquoi les États-Unis, et ça, les journalistes n'en ont pas parlé, sitôt qu'ils ont déclenché leur hostilité contre l'Iran, ils ont notifié le Conseil de sécurité en disant, écoutez, nous réagissons à une menace imminente de l'Iran contre notre propre sécurité. L'Iran est en train de fabriquer des drones et des missiles qui peuvent atteindre nos rives. L'Iran est en train de travailler à l'enrichissement de l'uranium qui pourrait, n'est-ce pas, conduire à la fabrication de la bombe. Nous devons réagir tout de suite. Quand vous notifiez le Conseil de sécurité, vous vous attendez à ce que le Conseil de sécurité mène sa propre enquête pour voir le bien fondé de votre soi-disant menace imminente. Or, tandis que le Conseil de sécurité était déjà sceptique vis-à-vis des soi-disant menaces imminentes que représente l'Iran pour les États-Unis, eh bien, le conseiller spécial des États-Unis en matière de terrorisme vient de faire le travail pour le Conseil de sécurité. Le conseiller spécial au terrorisme, Donald Trump, a dit urbi et orbi à la ville et au monde que l'Iran ne représente aucune menace. Donc, les États-Unis sont en violation de la Charte des Nations Unies, charte qu'ils ont contribué à rédiger eux-mêmes, puisque, comme on l'a vu, l'Organisation des Nations Unies, c'est une institution américaine, une institution de Franklin Delano Roosevelt. Donc, du point de vue du droit international, les États-Unis n'ont aucun motif sérieux. C'est une guerre illégale. C'est une guerre illégale d'un point de vue interne, puisque, je vous le rappelle, c'est le Congrès américain qui a la compétence pour déclarer la guerre. Trump n'a même pas obtenu la permission. Trump n'a même pas eu l'élégance de prévenir le Congrès. Donc, du point de vue interne, c'est une guerre illégale, mais du point de vue du droit international, Trump ne réagit pas en légitime défense. L'Iran n'a jamais attaqué les États-Unis. Trump ne réagit pas à une menace imminente puisque l'Iran ne représente pas
une menace pour les États-Unis. Et du point de vue du droit international, puisque je vous promets un petit peu de vous faire la lumière sur le droit international en la matière, eh bien, la légitime défense peut être collective. Les États-Unis pourraient dire, écoutez, nous réagissons en légitime défense, en soutien à Israël, parce qu'Israël est menacé par l'Iran. Mais là, non plus, il n'y a rien que les États-Unis aient pu déposer au Conseil de sécurité qui représente le début de commencement d'une preuve en matière de menace imminente. L'Iran ne représente pas une menace imminente pour Israël non plus. Donc, du point de vue du droit, il n'y a rien. Alors, puisque, comme on l'a vu, le Conseil de sécurité est constitué de 15 membres, dont 5 membres permanents, 10 membres qui ont un mandat de 2 ans de mémoire et 5 membres qui sont permanents, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie, la Chine, la France. Eux, ils ont un droit de veto, ce sont des membres permanents, ainsi le voulait, n'est-ce pas, Franklin Delano Roosevelt lors de la fondation de cette institution. Mais puisque alors le droit international condamne cette guerre, puisque les membres qui sont permanents au sein du Conseil de sécurité savent qu'il n'y a aucune raison qui justifie cette guerre, les États-Unis ne sont pas en légitime défense, les États-Unis ne réagissent pas à une menace imminente, les États-Unis n'ont pas l'autorisation du Conseil de sécurité pour l'usage de la force, eh bien, on devrait s'attendre à ce que les pays qui font partie de ce Conseil de sécurité, y compris les pays occidentaux, condamnent unanimement cette guerre. On a vu la Russie prendre position, mais là encore, je ne suis pas impressionné, parce que la Russie viole aussi le droit international dans son hostilité contre l'Ukraine. Voilà. On a vu la Chine, n'est-ce pas, condamnée, mais personne n'est dupe par rapport à la Chine, parce qu'on dit, tôt ou tard, la Chine va envahir Taïwan. Ça, c'est écrit dans le ciel, ça. Mais la France qui se targue d'être la terre de la Déclaration universelle des droits de l'homme devrait être plus costaude, devrait être plus consistante dans sa condamnation de cette guerre. Non, Macron a fait quelques discours, pas impressionnants, mais là, tous ces discours viennent de s'effondrer d'un coup lorsque, après avoir moqué la demande de Trump, qui réclame l'aide justement des pays occidentaux pour sécuriser le détroit d'Ormuz, on a vu désormais la France, on a vu désormais le Canada, on a vu désormais le Royaume-Uni condamner le blocage du détroit d'Ormuz par l'Iran, mais condamner les ripostes iraniennes sur tout bateau qui oserait traverser ces eaux territoriales souveraines qu'on appelle le détroit d'Ormuz. Alors là, les amis, si vous pensiez que ces pays puissants tenaient vraiment au droit international coûte que coûte, eh bien, la France, le Canada, le Royaume-Uni viennent de nous faire la démonstration que le droit, c'est pour les faibles. Bien sûr que quand ça fait l'affaire de tout le monde respecte le droit, surtout en matière commerciale. Mais dès qu'il s'agit d'hostilité, dès qu'il s'agit de guerre, dès qu'il s'agit de piller les ressources des autres, n'est-ce pas, on envoie promener le droit international et les pays occidentaux recommencent à chasser comme des hyènes. On va vous parler des hyènes. À tout à l'heure, les amis.
Parlons des hyènes, les amis. Les hyènes, c'est un mammifère qui est un animal prédateur, très dangereux d'ailleurs pour l'homme. Et si la hyène m'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas parce que je veux vous faire un cours de biologie animale. Non, c'est plutôt parce que souvent, pour comprendre le comportement humain, c'est utile de regarder le comportement de certains types d'animaux. Et la hyène, en ceci, typifie, quant à moi, la manière dont les Occidentaux volent. Bon. Alors, il y a des animaux qui chassent seuls. La lionne chasse seule. Le ratel, pour ne parler que de ces animaux-là, chasse seul. Mais la hyène ne chasse pas seule. La hyène chasse en meute. Quand une meute de hyènes identifie une proie, il y a toujours une première hyène qui se lance à l'assaut, qui lance l'hostilité. Et tandis que cette première hyène lance l'hostilité, mais les autres hyènes de la meute observent, et bientôt une deuxième va attraper la patte du proie. Une troisième va attaquer une autre patte. Une quatrième va tirer la queue de la proie jusqu'à ce que la dernière hyène porte le coup final, le coup fatal, et la meute partage ensemble le butin. Je vous avais dit que les Occidentaux volent en meute. Quand il leur fallait se lancer dans l'entreprise de l'esclavage, bon, d'abord ils sont allés voir l'Église, le pape, qui a écrit une bulle bénissant l'esclavage, justifiant l'esclavage en disant, écoutez, toute terre non chrétienne doit appartenir aux chrétiens, et puisque ces Africains et les Sarrasins, les Arabes ne sont pas des chrétiens, eh bien, au nom de la Bible, eh bien, les Occidentaux, les très chrétiens occidentaux peuvent réduire en esclavage les Noirs et les Arabes à perpétuité. Donc, s'agissant de l'Église, moi, j'aurais encore été esclave. Bon. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que lorsque le pape a béni l'entreprise de l'esclavage, mais il l'a fait pour un pays particulier, le Portugal. Mais très rapidement, tous les pays occidentaux vont se mettre sous le parapluie de cette bénédiction chrétienne, grâce à laquelle, ou en vertu de laquelle, ils pouvaient se lancer dans l'esclavage aussi. Et rapidement, après le Portugal, vous allez avoir la France, vous allez avoir l'Espagne, vous allez avoir, n'est-ce pas, l'Angleterre, vous allez avoir le Danemark, vous allez avoir la Hollande et tous les pays, enfin l'Italie, tous les pays chrétiens vont se mettre en meute pour chasser cette proie qu'est l'Africain, pour piller ses ressources immenses que recèle l'Afrique. Et lorsque, à la faveur de la révolte de l'esclavage des Haïtiens en 1791, les Occidentaux se sont aperçus que, qu'on le veuille ou non, mais l'esclavage va prendre fin, mais ils se sont réunis en meute, une fois de plus, en 1885, à Berlin, en Allemagne, dans le but de décider, en tant que meute de hyènes, ce qu'ils allaient faire avec l'Afrique, ce qu'ils allaient faire avec les Africains, mais sans consulter les Africains. Et j'en parle dans mon livre « Être noir, une fabrication occidentale ». Si vous voulez comprendre le modus operandi des pays occidentaux, si vous voulez comprendre pourquoi ils sont enrichis, pourquoi ils sont riches aujourd'hui, c'est pas compliqué. Les pays occidentaux sont riches, ils sont puissants militairement parce qu'ils volent en meute, parce qu'ils pillent en meute, parce qu'ils violent en meute. Et Donald Trump a fait la démonstration. C'est pas pour rien que je vous ai parlé, n'est-ce pas, de la manière dont les hyènes chassent. Il y a toujours une première hyène qui se lance à l'assaut. C'est ce que Trump a fait. Trump s'est lancé
à l'assaut du Venezuela. Il a fait arrêter illégalement Maduro. Les autres hyènes de la meute n'ont pas condamné. Le Canada a dit, écoutez, ça va être une belle occasion pour les Vénézuéliens de se prendre en main. La France, le Royaume-Uni n'ont pas condamné. Sauf que, dans la même semaine, Trump, comme hyène, a lancé un deuxième assaut. Il a lancé un assaut cette fois-ci contre le Groenland. Et lorsque les autres hyènes de la meute se sont rendus compte que, mais ça c'est tout près de nous, les autres hyènes, comme la France, le Canada, le Royaume-Uni, ont dit, mais ce n'est pas juste ça. On peut chasser ensemble, mais on ne peut pas chasser entre nous. Continuons de chasser d'autres animaux de proie, les pays noirs, les pays, n'est-ce pas, latino-américains, mais ne chassons pas entre nous. Donc, ils ont condamné cet assaut de Trump. Lorsque Trump a lancé comme hyène, on va dire hyène primitive, son attaque contre l'Iran, le Canada, qui fait partie de la meute de hyènes, a dit, écoutez, je soutiens inconditionnellement, c'était le mot de McCartney, je soutiens inconditionnellement l'attaque d'Israël et des États-Unis contre l'Iran. Mais les autres pays ont dit, mais vous ne pouvez pas dire cela, parce que Trump menace aussi d'attaquer le Groenland. Et dès le lendemain, il dit, écoutez, je soutiens, à regret. Il a enlevé l'adverbe inconditionnellement. Et la France d'Emmanuel Macron a tenté de faire parler d'elle comme un pays de droit international en disant, écoutez, cette guerre est illégale en vertu du droit international. Le Royaume-Uni a hésité, mais a fini par dire la même chose. Si bien qu'on se dit, mais est-ce qu'il constitue encore une meute de hyènes? Et Trump qui, d'instinct, c'est comment pensent les autres animaux de la meute. Il ne s'est pas soucié de leurs petits reproches, de leurs petites tapes. Il a continué ses hostilités contre l'Iran. Et là, il dit, écoutez, mes chers amis de la meute des hyènes, j'ai besoin de votre aide pour sécuriser les eaux territoriales, souveraines du détroit d'Ormuz en Iran. Emmanuel Macron aurait dû dire, mais cet appel-là, elle est illégale. En vertu du droit international, une partie du détroit d'Ormuz relève des eaux territoriales souveraines de l'Iran. Une autre partie relève des eaux territoriales souveraines d'Oman, mais là, l'Iran a le droit de gérer, d'administrer à sa façon, n'est-ce pas, les eaux souveraines de son territoire. Non, pas du tout. Rapidement, les instincts de la meute de hyènes ont repris le dessus et on a vu le Canada, on a vu le Royaume-Uni, on a vu la France signer une lettre rappelant au monde que nous faisons partie de la même meute de hyènes et qu'en tant qu'hyène, il est dans notre ADN de voler, de piller en groupe. Même si Trump ne nous avait pas prévenu qu'il allait attaquer, même si le comportement de Trump nous paraît illégal du point de vue du droit international, par solidarité entre nous, les pilleurs, par solidarité entre nous, les voleurs, par solidarité entre nous, les assassins, nous allons aider à sécuriser le détroit d'Ormuz conformément à la requête de Trump. Donc, vous notez que c'est exactement ce qui se passe lorsque un pays occidental décide de faire quelque chose d'illégal. Le Portugal a voulu réduire l'Afrique en esclavage, mais il est allé chercher la bénédiction de l'Église. La bénédiction de l'Église, une fois accordée, eh bien, les autres pays occidentaux qui font partie de la meute ont eux aussi pillé et réduit en esclavage la population africaine.
1885, quand il fallait décider des ressources et de l'avenir de l'Afrique, ils se sont réunis encore en hyènes. Et même lorsque 2 ou 3 hyènes peuvent être en désaccord avec une hyène primitive, sachez les amis que les hyènes finissent toujours par se regrouper et à piller, à voler, à violer ensemble. Pourquoi? Parce que les ressources sont immenses. Il s'agit du pétrole, les amis. On ne peut pas laisser les États-Unis et Israël seuls dans cette guerre illégale contre l'Iran, car si jamais l'Iran s'effondre et qu'on n'entre pas avant cette fin de guerre, eh bien, les États-Unis vont profiter tout seuls des ressources pétrolières de l'Iran et on ne peut pas se permettre, n'est-ce pas, de rater un tel butin de guerre. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un certain Dick Cheney. Ça vous dit quelque chose? L'ancien vice-président de George Bush, fils. Dick Cheney, c'est l'architecte de la guerre en Irak. Eh bien, il a forcé la main à George Bush en fabriquant de faux prétextes, à savoir que l'Irak détenait des armes de destruction massive. Les États-Unis ont voulu obtenir l'autorisation du Conseil de sécurité, mais le Conseil de sécurité voyait qu'il n'y avait là aucun justificatif. Les fioles de Colin Powell ne tenaient pas la route. Mais les États-Unis sont quand même allés en guerre. Sans la France notamment, sans le Canada. Mais Dick Cheney a eu la candeur de dire, si vous nous laissez aller seuls là, faites-moi confiance, lorsque le temps viendra où nous les Américains, nous allons profiter des puits pétroliers, n'est-ce pas, de l'Irak, vos compagnies pétrolières, françaises, canadiennes, ne vont pas en bénéficier, car soit qu'on chasse en meute, et qu'on partage le butin en meute, ou soit que vous me laissiez partir seul, et alors là, vous, le reste de la meute, vous n'aurez rien. Et vous avez vu que par la suite, les hyènes se sont réconciliées. La France ne resterait pas toujours hostile aux États-Unis. Le Canada ne resterait pas hostile aux États-Unis ad vitam aeternam. Le Royaume-Uni, surtout pas, ne resterait pas hostile ad vitam aeternam aux États-Unis. Ils allaient toujours trouver un modus operandi pour se réconcilier, car les pays occidentaux ont toujours volé en groupe, ils ont toujours pillé en groupe, ils ont toujours violé leurs propres droits en groupe. Et regardez comment ça va se passer. Ils savent que les États-Unis et Israël violent le droit international. Ils vont laisser faire. Cette guerre, une fois terminée, ces mêmes pays qui prêchent le droit international vont trouver une façon de normaliser ce qui est anormal. Ils vont trouver une façon de regarder ailleurs pour que vous et moi ne nous apercevions pas de cette gigantesque violation du droit international. La France va nous inviter à regarder ailleurs. Le Canada va nous inviter à regarder ailleurs. Tenez, ils vont recommencer à nous parler de la guerre en Ukraine pour nous faire oublier le génocide que les sionistes sont en train de perpétrer en Gaza, pour nous faire oublier les autres crimes des États-Unis, entre autres, n'est-ce pas, au Venezuela. C'est toujours comme ça avec les pays occidentaux. Ils volent en meute, ils violent en meute, et après, ils normalisent ce qui est anormal en meute. Petit traité du comportement des pays occidentaux. Vous vous demandez où trouver mes livres? Simple, sur mon site, prioritairement, www.jeanfils-aimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par Amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. Alors, posons-nous la question maintenant, en terminant. Puisqu'on a vu que les Occidentaux volent en meute, ils violent en meute, ils chassent en meute, parce que ce sont des hyènes, posons-nous la question, mais est-ce que les Occidentaux gagnent toujours?
je vais vous regarder dans les yeux pour vous rappeler quelque chose en tant qu'historien. Non. Non. Ce n'est pas parce qu'on a le plus grand arsenal militaire qu'on va gagner une guerre. Posez-en la question à la France. La France a fait la guerre Indochine sous prétexte qu'il fallait contenir la Russie soviétique. Mais la France a dû laisser, n'est-ce pas, le Vietnam, la queue entre les jambes. Et pourtant, la France a utilisé un arsenal militaire imposant. La France a utilisé des armes chimiques. Les mêmes armes chimiques que ces pays-là, défenseurs du droit international, interdisent, eh bien, la France l'a utilisé. Eh bien, la France a dû laisser l'Indochine la queue entre les jambes. Puisqu'on a vu que les Occidentaux chassent en meute, est-ce que ça veut dire qu'ils gagnent toujours? Non. Posez la question aux Américains. Les Américains ont fait la guerre au Vietnam depuis Kennedy jusqu'à Nixon, une guerre qui a duré plus que 10 ans. Les États-Unis ont perdu cette guerre. Les États-Unis ont utilisé un arsenal militaire imposant comme ils font là en Iran. Des bombardements. Les États-Unis d'Amérique ont utilisé des avions pour pilonner, n'est-ce pas, le territoire vietnamien. Ils ont utilisé, il faut le rappeler, des armes chimiques qui sont condamnées par le droit international. Cette guerre a duré plus de 10 ans. Kennedy l'a lancée, Nixon l'a terminée, mais les États-Unis l'ont perdue. Ce n'est pas parce que j'ai un arsenal militaire imposant que je vais gagner la guerre. Les amis, depuis la Seconde Guerre mondiale, les Américains veulent qu'on oublie cela. Mais les Américains ont gagné très peu de guerres depuis la Seconde Grande Guerre. Ils ont perdu la guerre, n'est-ce pas, au Vietnam, 10 années de guerre. Ce qu'ils ne voulaient pas, n'est-ce pas, leur a été imposé par les Vietnamiens. Ils ont fait la guerre en Afghanistan. Vous n'allez quand même pas l'oublier, mais les États-Unis sont partis la queue entre les jambes exactement comme ils ont laissé le Vietnam dans la honte. Vous vous souvenez de ces images humiliantes pour les Américains quand le dernier contingent américain laissait à bord, n'est-ce pas, d'un gros avion cargo et des Afghans qui ont eu le malheur de collaborer avec eux, ont voulu eux aussi partir pour échapper, n'est-ce pas, à la violence des talibans. Mais les Américains ont dit, non, bye, nous ne sommes pas fiables. Les Américains n'ont pas gagné non plus la guerre en Irak, les amis. Bien sûr qu'ils ont chassé Saddam Hussein. Et vous vous souvenez, quelques jours après avoir chassé Saddam Hussein, n'est-ce pas, du pouvoir, eh bien, George Bush s'est tenu dans un bateau porte-avions en disant « Mission accomplished »,« Mission accomplie ». Dès le jour qu'il a lancé cette fameuse phrase, les Irakiens ont commencé à bombarder les contingents américains, si bien que le nombre de soldats tués en Irak est une honte pour une si grande puissance. Donc faisons attention, les amis. Bien sûr que les avions de guerre américains vont pilonner le territoire iranien. Ils l'ont toujours fait. Ils vont décapiter avec l'aide d'Israël, n'est-ce pas, le régime iranien, mais ce n'est pas sûr qu'ils gagnent la guerre. Ce n'est pas vrai qu'on peut gagner la guerre uniquement avec l'arsenal nucléaire, qu'on peut gagner la guerre uniquement avec l'arsenal militaire. On pensait qu'au terme de 4 jours, ils allaient en finir avec la résistance iranienne. Voilà plus d'1 mois que nous sommes en guerre et tout le monde commence à dire, d'une certaine manière, les États-Unis perdent la guerre. Donald Trump perd la guerre du point de vue interne. Pour quelle raison? Parce que l'opinion américaine condamne à plus de 56% cette guerre. Vous savez ce qui m'étonne? C'est que les États-Unis qui comportent de grandes universités comme Stanford, des États-Unis qui ont de grandes universités comme Harvard, qui devraient s'intéresser à l'histoire de leur propre guerre, eh bien, les stratèges américains, si stratèges il y a, ne font pas du tout référence à leur propre histoire de défaite,
pour savoir qu'il est impossible de gagner cette guerre en Iran. Impossible. Je n'ai pas dit qu'il est impossible de pilonner. Je n'ai pas dit qu'il est impossible de détruire. Les Américains ne font que ça. Quand ils vont ailleurs, ils détruisent. Ce sont de grands destructeurs. Ils ont détruit le Vietnam, mais ils ont quand même perdu. Ils ont détruit l'Afghanistan, ils ont quand même perdu. Ils ont détruit l'Irak, ils ont quand même perdu. Et savez-vous pourquoi Nixon a finalement accepté de faire rentrer l'armée américaine? L'opinion publique américaine était hostile à cette guerre. Eh bien, Trump va y goûter. Si vous suivez les sondages, les appuis s'effritent au sein même du MAGA, le regroupement des partisans de Trump. Et ne posez même plus la question à l'électeur américain at large. Les Américains sont contre cette guerre. Ils ne voient pas pourquoi l'armée américaine devrait aller attaquer l'Iran. Mais en plus, le prix de l'épicerie monte, le prix du carburant monte. Trump va devoir s'imaginer une façon honorable de laisser l'Iran. C'était ça le dilemme de Nixon. Je ne peux pas laisser le Vietnam dans la honte, je ne peux pas laisser le Vietnam dans l'humiliation. Nous devons trouver une façon honorable de mettre un terme à cette guerre. Sauf que Trump est si fanfaron. Il a commencé par dire qu'il voulait une reddition inconditionnelle, qu'il ne voulait plus négocier, etc. Sauf que là, il est en train de se peinturer dans le coin, comme on dit au Canada. Il est en train de se tirer une balle dans les pieds. Il va falloir retirer les boys, car c'est facile de détruire quand on a l'aviation militaire la plus imposante. C'est facile de détruire quand on a l'arsenal le plus imposant, mais en venir à bout d'un pays qui dispose de ce que j'appelle justement cette résilience institutionnelle. Je vous parlais d'Alexandre le Grand, qui après avoir chassé Darius, a dû s'acclimater à l'administration perse pour pouvoir rester un petit temps, n'est-ce pas, à la tête de l'Empire perse. Alors, les Américains n'ont pas appris de leur échec au Vietnam, ils n'ont pas appris de leur échec en Afghanistan, ils pensent qu'il suffit de bombarder pour gagner. Non. Du point de vue économique maintenant, les Américains vont perdre cette guerre. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il en coûte 10 à 20 fois moins cher aux ingénieurs iraniens de fabriquer un drone qu'il n'en coûte aux ingénieurs américains pour les intercepter. Alors, les États-Unis, qui sont déjà un pays très endetté, peuvent tomber une fois de plus en faillite au terme de cette guerre. Il en coûte quoi? 10 à 20 000 dollars américains aux ingénieurs iraniens pour fabriquer un drone. Mais il en coûte 10 fois plus aux Américains pour fabriquer un intercepteur qui ne laisse passer que 10% de ces drones failles, mais avec ces 10% qu'on laisse passer, on détruit, on attaque une base américaine, n'est-ce pas, en Irak, on détruit des pans, n'est-ce pas, de Tel Aviv. Finalement, cette guerre en Iran va ruiner les États-Unis d'Amérique. C'est drôle. Les Américains enseignent l'histoire militaire, mais ils n'apprennent rien de l'histoire militaire de Napoléon. Napoléon, à un moment donné, était si sûr de sa puissance militaire qu'il s'est lancé dans toutes sortes de guerres qui ont fini par ruiner économiquement l'Empire français. Les stratèges iraniens n'ont qu'à faire prolonger la guerre. Ils n'ont qu'à attendre quelques mois et Trump va devoir mettre un terme, qu'il le veuille ou non, à cette guerre. Savez-vous quoi? Il va voir les sondages. Donc, l'appui des Américains vis-à-vis de cette guerre va baisser tous les jours, mais également l'appui de l'électeur vis-à-vis des sénateurs, vis-à-vis des congressmen républicains va baisser. Et dès qu'ils commencent à se rendre compte de cela, ce sont les politiciens républicains eux-mêmes qui vont dire à Trump: vous devez m'arrêter cette saloperie de guerre, sinon on va vous désavouer en public. Ne l'oublions pas, hein?
Un politicien, c'est comme une pute. J'aime vous le dire. Le politicien se donne toujours au plus offrant. Si l'électeur répond favorablement à la guerre de Trump, eh bien, les républicains vont applaudir. Mais dès que l'électeur condamne cette guerre, les mêmes républicains qui jusqu'à présent applaudissaient Trump vont commencer à le désavouer publiquement pour sauver leur job. Ils veulent être réélus. Nous sommes à 8 mois des élections de mi-mandat. On dit en politique, 8 mois, c'est une éternité. Faites-moi confiance. Les Iraniens n'ont qu'à ralentir le tempo de cette guerre. Ils ne vont pas céder à Trump. Les Iraniens n'ont jamais cédé à aucune puissance, les amis. Relisez votre histoire, vous, les stratèges américains. Il me semble que vous enseignez l'histoire militaire à Stanford. Vous enseignez l'histoire tout court à Harvard, mais relisez l'histoire des guerres napoléoniennes. Relisez l'histoire de l'Empire perse. Les Perses n'ont jamais cédé à qui que ce soit. Même lorsque vous arrivez à conquérir leur empire, ils ne vous cèdent rien. Alors ils vont faire durer la guerre et Trump va devoir regarder sa montre à chaque fois. Il va dire, putain, je suis à 6 mois des élections de mi-mandat. Les sondages me sont de plus en plus défavorables. Maintenant, ce sont les députés, les sénateurs républicains qui me désavouent publiquement. Il me faut mettre un terme à cette guerre. Et les États-Unis vont se retirer de cette guerre. Mais pire, les amis, je vous l'ai dit, on ne gagne pas une guerre moderne en pilonnant du haut des airs. Il faut envoyer des hommes sur le terrain. We need boots on ground. C'est ce que disent les Américains. Et c'est là où les Iraniens vont faire mordre la poussière aux soldats américains. Vous pensez vraiment que les 96 millions d'Iraniens vont accepter de se faire conquérir par des Américains qui mangent dans la main des Juifs? Mais voyons, les amis, ne serait-ce qu'idéologiquement, ils préféreront mourir plutôt que de se soumettre à Binyamin Netanyahou. Dès lors que Trump s'est associé à Netanyahou et qu'il est devenu clair pour le monde entier que c'est la guerre des sionistes contre les Iraniens, ils préféreront mourir plutôt que de capituler devant Netanyahou. Et qu'est-ce qui va se passer? La montre, l'horloge, n'est-ce pas, va jouer contre Trump. D'abord, il en coûte plus cher aux Américains de faire cette guerre qu'il n'en coûte aux Iraniens. De deux, le temps va jouer contre Donald Trump. Mais troisièmement, lorsque vous avez une guerre qui n'est soutenue ni par votre population et bientôt par votre propre parti, n'est-ce pas, le regroupement MAGA ne soutient pas Donald Trump dans cette guerre, il va falloir mettre un terme à cette saloperie de guerre. Et donc, c'est facile de détruire, c'est facile de pilonner, mais c'est plus difficile de vaincre, n'est-ce pas, l'Empire perse. C'est plus difficile de vaincre les Iraniens. Je vous l'avais dit il y a 4 semaines. Pendant 8 ans, le monde entier a fait la guerre contre l'Iran par l'Irak. C'est ce qu'on appelle des proxy wars. Vous savez, les grandes puissances autrefois n'osaient pas attaquer une puissance moyenne. Elles préféraient passer par des pays tiers, ce qu'on appelle un proxy. Eh bien, la Russie, les États-Unis, la France ont soutenu Saddam Hussein dans sa guerre qui a duré 8 ans contre l'Iran. Au terme des 8 années, les Nations Unies ont dû intervenir pour un cessez-le-feu et après 8 ans de guerre, 8 ans pendant lesquels l'Irak fut soutenu par la Russie dans un premier temps, les États-Unis et la France, cette guerre n'a fait ni vainqueur ni vaincu. L'Iran s'est battu seul contre le monde et après 8 ans de guerre, on a dû faire le triste constat que cette guerre ne se solde par aucun vainqueur. Les États-Unis vont devoir goûter à sa médecine, à cette médecine.
Israël peut continuer à assassiner. De toute manière, c'est un État assassin. Binyamin Netanyahou peut continuer à décapiter. Binyamin Netanyahou est pire qu'Hitler. Je vous ai dit, quand Trump et Netanyahou s'entendent, Adolf Hitler, franchement, a l'air d'un enfant de cœur. Ils vont continuer à assassiner, mais l'Iran ne cédera jamais et les États-Unis vont regoûter à la médecine du Vietnam. Au fait, pour terminer, nous allons assister à une vietnamisation de la guerre israélo-américaine en Iran. La guerre va durer si longtemps, plusieurs mois, plusieurs semaines, que les États-Unis vont devoir se retirer la queue entre les jambes et on va se rappeler qu'il ne suffit pas d'avoir un arsenal puissant pour gagner une guerre. Il faut casser la résistance de la population. Les Haïtiens en savent quelque chose. Ça s'appelle une guerre asymétrique, les amis. Les États-Unis vont utiliser leur puissance militaire, ils vont déployer leurs avions militaires, leurs porte-avions. Et les Iraniens n'ont qu'à utiliser des drones, de tout petits drones, qui coûtent 10 à 20 000 $ pour les fabriquer. Les Iraniens n'ont qu'à utiliser des missiles pour terroriser finalement Israël, pour terroriser les habitants de Tel Aviv, pour terroriser l'État américain. Et lorsque cette guerre aura duré trop longtemps, au goût de l'électeur, Donald Trump va rentrer chez lui la queue entre les jambes et il risque une fois de plus la destitution. Les amis, j'espère vous avoir été utile. On a vu plusieurs petites choses aujourd'hui, les lignes qui bougent, les Occidentaux qui reviennent dans le rang des hyènes. Mais ma plus grande contribution, du moins c'est ce que je pense à cette émission, consiste à vous rappeler que les États-Unis n'ont pas gagné beaucoup de guerres depuis la Seconde Guerre mondiale. Ils ont perdu la guerre au Vietnam, ils ont perdu la guerre en Irak, ils ont perdu la guerre en Afghanistan. Ils vont se casser les dents en Iran, je vous le dis. Merci d'avoir suivi l'émission jusqu'à cette présente minute. On garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonne semaine, à la semaine prochaine. Au revoir.